Gabriel Nissim Attal de Khouris est né le 16 mars 1989 à Clamart, une élégante banlieue parisienne, dans une famille de la haute bourgeoisie. Son père, Yves Attal, était avocat et producteur de cinéma d'origine juive, tunisienne et alsacienne, tandis que sa mère, Marie de Khouris, d'origine française et russe, travaillait dans la production cinématographique. Gabriel a grandi avec ses trois sœurs dans les 13e et 14e arrondissements de Paris, un environnement riche en confort matériel mais non exempt de difficultés. Malgré son éducation dans une famille au fort bagage éducatif et culturel, la vie de Gabriel n'a pas toujours été rose et ses plus grandes souffrances ont façonné l'homme déterminé et sensible que nous connaissons aujourd'hui. L'une des plus grandes souffrances de Gabriel a été les années de harcèlement et d'intimidation en raison de son orientation sexuelle. Alors qu'il étudiait à l'école alsacienne, une prestigieuse école privée du 6 arrondissement de Paris, Gabriel a dû faire face aux insultes et aux moqueries de ses camarades. En 2018, un ancien camarade de classe, Juan Branco, lui a fait son coming out sur les réseaux sociaux. Un acte que Gabriel a décrit comme une attaque brutale. Les insultes homophobes répétées ainsi que les commentaires malveillants concernant son apparition sur un blog codirigé par Branco ont laissé Gabriel dans une souffrance psychologique profonde pendant des mois. Il a confié dans une interview à TF1 que ses expériences l'avaient laissé isolé, comme si personne ne le comprenait vraiment. Les cicatrices psychologiques de son enfance ont marqué son parcours vers l'âge adulte, le motivant à lutter plus tard pour l'égalité et les droits de la communauté LGBTQ+. La deuxième tragédie de la vie de Gabriel a été la mort de son père, Yves Attal, en 2015, des suites d'un cancer. Yves, un père strict mais aimant, a eu une profonde influence sur lui, notamment sur son identité juive. Yves a dit un jour à son fils : « Tu n'es peu être pas juif, mais tu te sentiras toujours juif, à cause des préjugés que tu subiras à cause du nom Attal. » À la mort de son père, Gabriel, alors âgé de 26 ans, a sombré dans une longue période de dépression. Il a déclaré qu'il était souvent assis seul dans son appartement parisien, à regarder des photos de famille et à se demander s'il aurait pu poursuivre sa carrière politique sans les encouragements de son père. Cette perte a non seulement été un choc personnel, mais a aussi forcé Gabriel à se confronter à de profondes questions sur son identité, ses responsabilités et le sens de la vie. Gabriel a également dû faire face à la pression d'avoir grandi dans une famille aux attentes élevées. Sa mère, Marie, était une femme forte et indépendante qui encourageait ses enfants à poursuivre des études et une carrière tout en leur imposant des normes strictes. Le divorce de ses parents, alors qu'il était jeune, a laissé Gabriel dans un état d'instabilité familiale, une tristesse qu'il partageait rarement publiquement. Malgré son éducation privilégiée, Gabriel a souvent ressenti la pression de devoir faire ses preuves, non seulement auprès de sa famille, mais aussi auprès de la société. Des années de lutte pour trouver sa place dans un monde empli de préjugés, des insultes à l'école à la surveillance politique, ont fait de Gabriel un homme à la fois résilient et vulnérable, un homme qui masquait sa douleur par sa confiance et son énergie au travail. La carrière de Gabriel Attal est celle d'une ascension fulgurante, d'étudiant ambitieux à plus jeune Premier ministre de l'histoire de France. Elle a aussi été jalonnée de défis et de moments douloureux, marqués par un travail acharné. Dès sa participation aux manifestations de jeunes en 2006, à l'âge de 17 ans, Gabriel s'est passionné très tôt pour la politique. Il a rejoint le Parti socialiste la même année, soutenant Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle
de 2007. Cependant, constatant les limites du Parti socialiste pour répondre à ses aspirations réformatrices, Gabriel a changé de camp en 2016 et a rejoint En Marche, devenu Renaissance, une décision qui allait bouleverser sa carrière. En 2017, à 28 ans, Gabriel a été élu député de la 10 circonscription des Hauts-de-Seine. Un an plus tard, il était nommé secrétaire d'État à la jeunesse auprès du ministre de l'Éducation nationale, devenant ainsi le plus jeune membre du gouvernement français depuis la fondation de la Ve République. Ce succès lui a ouvert la voie à une série de postes importants. Porte-parole du gouvernement de 2020 à 2022, ministre de l'Action et des Comptes publics en 2022 et ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en 2023. Sa carrière a atteint son apogée le 9 janvier 2024, lorsque le président Emmanuel Macron l'a nommé Premier ministre de la France à l'âge de 34 ans, faisant de lui le plus jeune et le premier ministre ouvertement homosexuel de l'histoire de France. Cette ascension fulgurante témoigne non seulement du talent et du sens politique de Gabriel, mais aussi de sa capacité à nouer des liens avec le public et à gérer les crises, notamment pendant la pandémie de Covid-19, lorsqu'il était porte-parole du gouvernement. Cependant, la carrière de Gabriel n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été son bref mandat de Premier ministre, qui n'a duré que de janvier à septembre 2024. Après la défaite de la coalition Ensemble aux élections européennes de 2024, le président Macron a dissous l'Assemblée nationale et convoqué des élections anticipées. Gabriel, qui menait la campagne électorale de la coalition, a subi une cuisante défaite. Ensemble n'a remporté que 20% des voix, terminant 3e derrière la coalition du Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, parti d'extrême droite. Le 7 juillet 2024, Gabriel a annoncé sa démission du poste de Premier ministre tout en continuant à diriger le gouvernement intérimaire jusqu'à la nomination de Michel Barnier le 5 septembre. Dans son discours de démission, Gabriel a exprimé sa frustration de ne disposer que de 8 mois pour mettre en œuvre ses plans, un délai trop court pour réaliser les changements souhaités. Il a déclaré avoir pleuré dans son bureau après avoir appris les résultats des élections, non pas parce qu'il avait perdu son poste, mais parce qu'il estimait ne pas avoir suffisamment œuvré pour s'assurer la confiance de son peuple. Les efforts inlassables de Gabriel ont également eu un impact émotionnel important. En tant que ministre de l'Éducation, il a interdit de manière controversée le port de l'abaya dans les écoles. Une décision saluée comme courageuse par certains, mais également critiquée comme discriminatoire. Les longues journées passées à défendre cette politique, combinées à la pression du débat public et aux critiques de l'opposition, ont parfois épuisé Gabriel. Il a un jour confié à un ami proche qu'il y avait des soirs où il restait seul dans son bureau, à lire des notes et des discours, et à pleurer car il avait l'impression d'essayer de changer un système trop complexe. Pourtant, Gabriel trouvait toujours le moyen de se relever, de se ressourcer, et de continuer à se battre pour les valeurs auxquelles il croyait, de l'éducation à l'égalité sociale. En décembre 2024, Gabriel a été élu secrétaire général du parti Renaissance, avec 9% des voix, une étape majeure dans la consolidation de sa position sur la scène politique française. Il a également assumé la présidence d'Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, continuant de diriger le parti de Macron dans un paysage politique instable. Ses succès, ainsi que sa reconnaissance internationale,
en tant que Young Global Leader par le Forum économique mondial en 2020, ont confirmé Gabriel comme l'un des hommes politiques français les plus prometteurs. Cependant, derrière ces gloires se cachent des larmes de sacrifice et de pression, car il doit constamment faire ses preuves dans un environnement politique difficile et compétitif. Gabriel Attal, qui a fait son coming out en 2018, a été pacsé avec Stéphane Séjourné, homme politique et député européen, de 2017 à 2022. Cette relation a non seulement joué un rôle majeur dans la vie personnelle de Gabriel, mais aussi un symbole de progrès dans l'acceptation des personnes LGBTQ, plus en France. Cependant, dans un moment rare et émouvant, Gabriel a révélé un diagnostic tragique pour Stéphane, un secret qu'il avait gardé pendant des années et qu'il a laissé en larmes. Dans une interview confidentielle accordée à un magazine français en 2023, Gabriel a révélé que Stéphane avait reçu un diagnostic de lymphome en 2020 et alors qu'ils étaient encore ensemble. Le diagnostic est tombé à un moment particulièrement difficile, alors que Gabriel était porte-parole du gouvernement et subissait la pression médiatique pendant la pandémie de Covid-19. Il a raconté s'être effondré à l'annonce de la nouvelle par son médecin, ayant l'impression que le monde s'écroulait sous ses pieds. Dans les mois qui ont suivi, Gabriel a passé une grande partie de son temps libre avec Stéphane, le soutenant pendant ses séances de chimiothérapie et ses longues journées d'hospitalisation. Il a raconté être resté assis dans la salle d'attente, tenant la main de Stéphane et essayant de lui sourire pour le réconforter, mais il était submergé par une tempête d'émotions. Bien que Stéphane se soit finalement remis de son traitement, la peur de perdre sa compagne a laissé à Gabriel une profonde cicatrice psychologique. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant, a écrit Gabriel dans une lettre personnelle, citée plus tard par un ami proche. Je peux affronter l'Assemblée nationale, mais face à la maladie de Stéphane, je suis un homme ordinaire, effrayé et faible. Cette douleur s'est aggravée lorsque leur relation s'est terminée en 2022, peu après la guérison de Stéphane. Bien que Gabriel n'ait pas publiquement expliqué la raison de leur séparation, il a laissé entendre que les pressions professionnelles et les divergences de priorités personnelles les avaient éloignés. Le diagnostic de cancer de Stéphane et les mois de lutte contre la maladie ont forcé Gabriel à affronter des émotions qu'il n'avait jamais éprouvées auparavant, de l'impuissance à l'espoir fragile et enfin à la tristesse d'avoir perdu une partie importante de sa vie.